Miné par un demi-siècle de conflits armés entre l'État et les différentes factions guérilleros marxistes, la Colombie retrouve enfin son sourire. Et pour cause, tous les belligérants sont sur le point de faire taire les armes. On y reviendra avec vous dans quelques instants, Jonathan Serrero. Mais avant cela, on va tout de suite se rendre à Bogota. La capitale colombienne a enfilé des habits de fête pour célébrer ce prochain accord. Et ses habitants se sont même accordés quelques pas de tango. Regardez. Des semelles qui frottent la piste et des sourires sur les visages. On célèbre la signature du traité de paix qui met fin à 52 ans de conflit à Bogota. Le premier essai de trêve avec les FARC, rejeté dans les urnes à la première tentative, a laissé place à un deuxième texte accueilli en musique par les Colombiens. C'est le moment de profiter, de respecter la vie pour que les gens n'aient pas à être liés à un fusil, à une arme, mais qu'ils puissent faire de belles choses comme celle-ci, la danse, la poésie, la musique. La danse, un moyen de relâcher la pesanteur ambiante imposée par une situation politique instable. Ce traité marque la fin d'un conflit armé qui dure depuis près d'un demi-siècle. On pense qu'il y a une véritable possibilité de construire un pays à travers la participation politique, à l'écoute des secteurs qui ne pouvaient pas participer. Un répit que les habitants espèrent durable, la musique comme le symbole de la fin d'un conflit qui a coûté la vie à 260 000 personnes. On vient avec vous, Jonathan, sur cet accord historique entre les FARC et l'État. Où en est-on à l'heure actuelle? Alors, à l'heure où on se parle, toutes les parties sont à Bogota, la capitale colombienne, pour discuter des derniers détails d'un nouvel accord. Un nouvel accord, car les représentants des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie et les autorités ont dû revoir leur copie après la victoire du non au référendum de début octobre. Le premier accord obtenu à la fin du mois de septembre avait été soumis au vote du peuple et s'est vu opposer un non d'une courte tête. La population a mis son veto, entre autres, en raison des trop faibles sanctions imposées aux FARC sur la première mouture de l'accord. Mais cet accroc sur le chemin de la paix n'a pas découragé pour autant le président colombien Juan Manuel Santos, prix Nobel de la paix, récent prix Nobel de la paix, grand artisan du rapprochement entre toutes les parties. Et donc un accord a été trouvé il y a quelques jours de cela avec les FARC. Reste maintenant à toutes ces parties de signer le document et obtenir aussi l'accord du Congrès colombien. Le leader de Bogota a réitéré l'importance cruciale de cet accord historique il y a de cela 48 heures. Je vous propose de l'écouter. C'est le dernier conflit armé du continent américain, de l'Occident. Si on réussit à mettre fin à ce dernier conflit armé, ce sera un continent de paix, dans un monde qui malheureusement a encore beaucoup de problèmes, de guerres, mais au moins... C'est très important pour notre pays, mais aussi pour la région. La paix aura des répercussions régionales et c'est une bonne nouvelle pour nous tous, pour les chefs d'entreprise. Mais concrètement, Jonathan, que dit cet accord? 297 pages ont été donc rédigées pour obtenir la démobilisation des guérilleros et pour enclencher le processus de réforme censé maintenir la paix dans le pays. Un document qui comporte 5 points majeurs. On va les voir sur cet écran. La fin du conflit, l'État laisse 6 mois aux FARC pour déposer leurs armes, une démilitarisation qui sera supervisée par l'ONU, le développement rural aussi. Les FARC se sont engagés à créer des collectivités, des coopératives agricoles pour aider les populations des campagnes. La lutte contre le narcotrafic constitue bien sûr l'un des points centraux de cet accord. Les FARC devront abandonner leur activité de culture de coca. L'implication aussi des FARC dans la vie politique, c'était le point qui a chopé entre toutes les parties. Le nouvel accord prévoit que les FARC reconnus coupables pour crimes de guerre soient emprisonnés entre 5 et 8 années de détention. En contrepartie, les 7000 guérilleros contre lesquels aucune charge sérieuse n'a été retenue seront eux amnistiés. Enfin, dernier point, à l'instar de ce qui se passe en ce moment en Tunisie, une justice transitionnelle va être mise en place pour les familles des victimes. Et là, le chantier est énorme au vu, on l'a entendu dans le reportage, du nombre de morts, 260 000 morts, 45 000 disparus et près de 7 millions de déplacés, Valérie.
Et 11 ans après sa séparation avec la partie nord du pays, le Sud-Soudan peine pourtant à retrouver une certaine stabilité. Les autorités ont mis fin l'année dernière à 23 mois de guerre civile. Dans cette longue marche vers la paix, le pays reçoit le soutien de la communauté internationale et plus particulièrement de l'Union européenne. Bruxelles vient d'offrir 78 millions d'euros d'allocations d'urgence destinées aux réfugiés et à la population locale. Plus de détails tout de suite avec Andrea Benisti. Une aide financière en guise d'encouragement. Voici la récompense de l'Union européenne à l'Ouganda pour l'accueil massif des habitants du Sud-Soudan dans un camp de réfugiés situé dans la région de Bidi-Bidi. Le camp accueille près de 240 000 personnes, dont la plupart sont des Sud-Soudanais fuyant les conflits qui ont repris récemment dans le pays. 78 millions d'euros vont être alloués à l'Ouganda. 30 millions d'euros sont spécifiquement destinés à l'aide sur le terrain. L'objectif, renforcer l'accueil des réfugiés dans ce pays transformé en véritable zone tampon. Je veux encourager l'Ouganda à poursuivre sa politique ouverte et généreuse envers les réfugiés. C'est un cas exemplaire de pays ouvrant ses portes aux réfugiés et qui ne les traite pas comme un fardeau. Une décision vivement attendue par les ONG humanitaires qui voient s'épuiser leurs réserves alimentaires. Autre défi majeur, l'accès à l'eau. Les réfugiés disposent de moins de 10 litres par jour par personne, soit 2 fois moins que les normes recommandées. Mon message à la Commission pour l'aide humanitaire est celui-ci. L'Union européenne est ici et nous allons poursuivre notre aide aussi longtemps que ce sera nécessaire. Près de 2000 à 3000 réfugiés gagnent en moyenne l'Ouganda par jour. Une aide salutaire destinée à maintenir l'ouverture du pays vers l'extérieur dans un contexte de crise migratoire intense liée au conflit. Le Sud-Soudan qui a désespérément besoin d'aide, comme on vient de le voir, Samuel Calvo, notamment dans la prise en charge des enfants soldats, ceux en tout cas qui ont pu être sauvés. Oui, tout à fait. Oui. Au Soudan du Sud, les enfants qui se font enrôler de force pour devenir soldats est un véritable fléau depuis décembre 2013, date du début de la guerre civile. L'UNICEF estime que c'est plus de 16 000 enfants qui ont été recrutés. Une guerre très violente qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 2 500 000 civils. Sur ces images, vous voyez 145 de ces enfants soldats qui ont été libérés dans l'est du Soudan du Sud, à Pibor. Des enfants qui ont connu l'horreur et qui ont besoin d'une prise en charge adaptée à leur situation. Écoutez. La prochaine étape, c'est de rechercher leurs familles. Où sont leurs familles, de les ramener à leurs familles. Où nous sommes maintenant à Pibor, ils auront une formation psychosociale. C'est un centre de soins temporaire où ils recevront un soutien psychosocial parce qu'ils ont été dans l'armée pendant longtemps et ils doivent être capables de se lier à nouveau aux gens et de retourner dans leur famille. Ces enfants vont donc dans les mois à venir recevoir un soutien psychologique. Ils vont être placés dans un centre spécialisé jusqu'à ce que leur famille puisse être retrouvée. Une fois réunis avec leur famille, pour ne pas rendre les choses encore plus difficiles, ils recevront une aide alimentaire de 3 mois et même du bétail, de quoi fournir un complément au revenu du foyer familial. Des mesures qui permettent aux enfants d'envisager un avenir plus prometteur, loin de la guerre civile et de ses atrocités. Malheureusement, le Soudan du Sud a depuis longtemps un problème avec l'utilisation d'enfants soldats, avec l'utilisation de jeunes enfants, les privant de la chance d'avoir une maison, d'aller à l'école ou aller dans l'armée. Pendant de nombreuses années, l'armée populaire de libération du Soudan a essayé de répondre à ce problème. Et aujourd'hui, nous avons entendu le chef de la commission pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration parler d'efforts qui remontent à 2004 et qui se poursuivent aujourd'hui. Donc aujourd'hui était une journée heureuse parce qu'environ 145 enfants ont rendu leurs armes et ont commencé ce processus de réintégration que vous voyez là. Direction Chypre, à présent l'île divisée depuis 1974 en 2 parties, grecque et turque, est sur le point d'être réunifiée. Des négociations historiques qui se tiennent en ce moment même en Suisse. Pour discuter de cette réunification, la ville de Morphou sera au cœur des négociations. On vous explique pourquoi dans ce reportage. Pleine de souvenirs, cette maison est celle de la famille Kandoulou depuis plus de 40 ans. Mais avant, elle appartenait à des Chypriotes grecs qui ont fui vers le sud de l'île lors de l'invasion turque en 1974. La famille Kandoulou s'est vue donner cette terre au milieu des orangers par les autorités chypriotes turques et elle ne s'imagine pas la quitter. Ce n'est pas simple. Peut-être que c'est très difficile pour les Chypriotes grecs, mais la meilleure façon de régler cela, c'est avec des compensations.
Je sais qu'ils ont des propriétés, ils ne devraient pas perdre de l'argent. Mais nous avons aussi des propriétés au sud. Ce ne sont pas seulement eux qui ont perdu leur maison, ce n'est pas comme ça. Habité par des Chypriotes turcs depuis 1975, Morphou est aujourd'hui au cœur des négociations en Suisse sur la réunification. Beaucoup de Chypriotes grecs veulent récupérer leurs propriétés dans la ville, mais les ONG représentant les Chypriotes turcs ne veulent pas de solution qui les obligerait à quitter leur maison. Tout notre combat, c'est que Morphou ne soit pas rendu lors des négociations. Après leur départ, les Chypriotes grecs ont continué à gérer un conseil municipal en exil dans la capitale Nicosie. Et Ourania Pelleti, elle-même originaire de Morphou, assure qu'on lui a promis que la ville ferait partie de la solution. Le président a assuré le conseil et le maire qu'il ne peut pas y avoir de solution sans Morphou. J'espère que cette déclaration est toujours valide. J'espère que Morphou sera rendu. J'espère que d'autres régions seront aussi rendues pour que beaucoup de gens puissent rentrer. Des deux côtés, Morphou est devenu une ligne rouge dans les négociations, faisant craindre que cette petite ville agricole devienne un obstacle central à la réunification de l'île, attendue depuis plus de 40 ans.